Permettez-moi de vous présenter sa feuille de route. Il est physiothérapeute de formation, a obtenu sa maîtrise en sciences de la réadaptation en 2011, actuellement directeur de l'Italian Scientific Spine Institute ISICO à Milan, en Italie. Plus récemment, notre invité a honoré les fonctions de président de la SOSORT, la prestigieuse SOSORT, Society on Spinal Orthopedic and Rehabilitation Treatment, également membre actif du Scientific Secretariat of the Italian Study Group on Scoliosis and Spinal Diseases. Depuis 1997, il enseigne, il est excellent d'ailleurs, entre autres la méthode CEAS, je pense que je l'ai dit comme il faut, Scientific Exercise Approach to Scoliosis, aux médecins, physiothérapeutes, orthésistes et entraîneurs partout à travers le monde. Par ailleurs, il est également chercheur dans ses temps libres, a contribué à l'avancement des connaissances en rédigeant plusieurs manuscrits de référence et publié plus de 35 articles scientifiques révisés par les pairs. Aujourd'hui, il nous entretiendra sur la méthode CEAS en traitement conservateur basé sur des exercices spécifiques au type de courbe. Fondée sur les meilleures données probantes, CEAS est l'une des méthodes jugées efficaces pour modifier, et là je pèse mes mots, l'histoire naturelle de la scoliose idiopathique. Finalement, à titre d'information, nous vous prions de réserver vos interventions ou vos questions à la fin de la conférence, à moins d'avis contraire de notre conférencier. Nous sommes maintenant prêts à accueillir chaleureusement notre conférencier de marque, Michele Romano. Mais, Michele, avant que tu débutes. Ouais. What? Avant que tu débutes, on a tenu à souligner ton passage ici à l'UQTR et on a pensé t'offrir ceci. Alors, je te laisse y aller. Je dois ouvrir? Oui, c'est toi qui dois ouvrir. Fait que je peux t'aider si tu veux. Je peux y arriver? Oh, oui, tu vas y arriver. Waouh! Mais qui a préparé ça? Bon, alors j'y arrive. Alors ça, c'est une étudiante, Audrey Bergeron, qui je crois est dans l'assistance ici. Alors Audrey, c'est une œuvre d'Audrey, c'est une toile. C'est un peu tendancieux, mais on a pensé que, étant donné que tu es un Européen, que tu adores l'art, alors on est allé avec ça. Merci alors, beaucoup. Alors on remercie Audrey Bergeron aussi, si tu veux venir, Audrey. Ça va faire plaisir. Je peux te donner un baiser? Oui. Merci beaucoup. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment joli. Vraiment joli. Je vais le mettre dans mon cabinet. Je vais t'envoyer une photo. Ah oui, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Si vous pensez que tu repartais en avion avec, on a tout réfléchi à tout ça. Oui, d'accord. Alors, c'est à toi. Merci. So, bon après-midi. Pour moi, c'est vraiment un gros plaisir d'être ici. Premièrement, parce que j'ai été invité pour cet événement. Je savais qu'il existait cet événement. Et la deuxième motivation de mon joie, c'est que c'est la première fois que j'arrive à parler en français. C'est-à-dire que je vais un peu de partout enseigner, je vais un peu de partout à parler de scoliose, mais jamais j'ai eu la possibilité d'utiliser cette langue. Et j'aime cette langue, et donc pour moi, c'est vraiment un plaisir. Je voudrais que cette exposition va être une conversation avec vous, un petit peu. Donc, je crois qu'il y a... c'est décidé de faire une partie où je vais parler et une partie où il y a des questions à faire. Mais je vous demande, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous me les posez durant la conversation. Donc, vous savez que la scoliose, c'est vraiment un gros trouble dans la tête de beaucoup de gens, dans la tête de beaucoup de familles. Et des fois, je traite la scoliose depuis beaucoup d'années, depuis 30 ans à peu près. Et des fois, je me suis posé une question. Pourquoi il est un problème si gros dans la tête des familles? Dans l'exposition, il y aura beaucoup de questions pour vous, mais vous ne devez pas me donner de réponse. Ça sera des questions pour vous, mais c'est les questions que je me suis posées dans le temps. Et donc, je vais vous donner la réponse.
Donc, je me suis donné cette question. Pourquoi la scoliose est là? C'est vraiment un problème dans la tête des parents. On sait que la scoliose n'est pas une maladie mortelle. On sait que la scoliose, normalement, ce n'est pas une cause d'invalidité. La scoliose a une faible prévalence, c'est-à-dire que le nombre des sujets qui vont avoir une scoliose, c'est vraiment pas trop haut. C'est-à-dire que dans la période la plus dangereuse, normalement c'est la période de l'adolescence, la prévalence c'est à peu près 3-4%. Donc ce n'est pas une haute prévalence. Le problème dans la tête de famille, c'est que typiquement, la scoliose va toucher les enfants. Donc, c'est dans la tête des parents qu'un problème de maladie comme la scoliose va être un vrai problème. Et un autre problème, c'est que normalement, la scoliose, elle a un début sournoise. C'est-à-dire que pas facile de la détecter facilement. Dans mon entreprise, dans mon institut, une partie de mon travail, c'est d'avoir des rencontres avec les familles après la visite médicale. Après la visite médicale, si une scoliose a été détectée et il y a eu une prescription du traitement, surtout dans les cas de traitement avec les corsets rigides, on a toujours, après la visite, une rencontre avec des kinés, avec des autres personnes de la clinique qui vont dédier du temps aux familles pour expliquer qu'est-ce que c'était le problème, parce que le médecin n'a eu pas le temps d'expliquer beaucoup de choses. Il a fait la prognosis, il a fait la prescription, mais il n'a pas eu le temps d'expliquer. Donc, on va faire cette rencontre avec les familles, on va essayer de réduire la peur, réduire la surprise, expliquer qu'est-ce qui va se passer dans les temps prochains. Et donc, beaucoup de fois, j'ai des rencontres avec des familles composées, mère et père sont médecins. Et des fois, les médecins n'ont pas, n'étaient pas capables de reconnaître la scoliose de fille. Et des fois, je parle avec eux et ils se regardent avec de la honte parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas été capables de la détecter avant. Et ça, c'est normal parce que la scoliose, des fois, ça va empirer en très peu de temps. Et si on n'a pas la possibilité de regarder les dos de nos enfants dans la bonne période, on va passer le moment et on va la détecter l'année après, quand la scoliose a déjà évolué trop. Donc, il y a ce problème du début de la pathologie, et après, il y a un peu de confusion dans le domaine thérapeutique. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup de connaissances, et pas toutes les familles ont des connaissances sur ce sujet, on se trouve dans un milieu un peu étrange, parce qu'il y a beaucoup de propositions pour le traitement, et les familles doivent décider quoi faire. Doivent décider de se confier par un type de traitement ou un autre type. Donc, des fois, c'est un peu difficile. Classiquement, si on va exclure certains pays européens où le traitement conservateur, c'était la tradition, le typique traitement qui est proposé dans beaucoup de pays, le gold standard, c'est la chirurgie. Surtout dans les pays où l'anglais, c'est la langue principale, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est-à-dire en Australie, je ne sais pas ici au Canada, mais il y a beaucoup de pays où la chirurgie, c'est le plus important. Et
dans le passé, le traitement conservateur il a été considéré inefficace. Ça, c'était parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuve d'efficacité. Et maintenant, la situation a changé un petit peu. Dans les dernières années, il y a eu la publication de beaucoup de papiers où maintenant, même dans les pays où la chirurgie c'était le gold standard, même dans ces pays, la situation a changé. Ça, c'est seulement la liste de trois papiers importants qui sont sortis dans les dernières années. Le premier, c'était le BRACED Study. C'était un vrai important papier qui a été publié aux États-Unis, qui a été organisé par le SRS. SRS, c'est la Scoliosis Research Society, c'est l'organisation scientifique des chirurgiens. Et je peux le dire, même si ce n'est pas écrit, cette étude a été organisée pour finalement décrire que le corset, ça ne marchait pas. C'était fait pour ça, même s'il ne peut pas le dire. Mais les résultats de cette étude, ça a été complètement différent. Donc, l'étude, que c'était une randomized control trial, a été stoppée parce que c'était impossible de continuer à randomiser les patients dans un groupe traité par le corset et un groupe traité par l'observation, parce que c'était trop évident la différence. Et le comité éthique a stoppé l'étude et le randomized control trial est devenu un observational study. Ça veut dire qu'ils ont continué seulement à observer qu'est-ce qui se passait. Le deuxième, c'est Cochrane Review, qui a été publié sur l'efficacité des corsets. Et le troisième, c'est le dernier review sur les exercices. Donc ça, c'est seulement un exemple des papiers qui sont sortis dernièrement. On peut considérer le traitement conservateur de la scoliose, on peut les diviser en deux gros compartiments. Il y a le classique et il y a les alternatifs. Les classiques, dans le compartiment des classiques, il y a les exercices spécifiques, et il y a les corsets. Et après, il y a l'autre compartiment, l'approche alternative. Dans cette approche, on peut considérer l'électrostimulation. Maintenant, on n'utilise plus, mais a été utilisé pendant des années, pendant des décennies. Je ne sais pas ici, mais en Europe, ça a été utilisé. Pas plus maintenant, parce qu'on sait que ça ne marche pas. La thérapie manuelle, je l'ai mis là-dedans, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de vraie preuve d'efficacité, donc on ne peut pas considérer ça un traitement classique qui fonctionne. Aussi, il y a les gouttières, qui des fois sont utilisées pour le traitement de la scoliose. Je ne sais pas ici, les gouttières, c'est des choses pour modifier la position des dents. On ne dit pas gouttière. Comment on dit? Pour aligner les dents. En France, on dit gouttière. Ici, je ne sais pas. Orthodontie, des systèmes pour modifier l'appui des dents. Après, il y a des techniques. On peut utiliser les semelles, des semelles simples, et parfois il y a des semelles très compliquées. Et aussi, il y a quelqu'un qui essaie de traiter avec l'hormonture ou les médicaments. Et il y a aussi une approche spirituelle. Ici, je ne crois pas que vous l'avez jamais vu, mais en Europe, il y a quelqu'un qui a proposé ça, il y a quelqu'un qui fait des cours. C'est une chose très escroquerie. C'est une escroquerie, ouais. Ouais, c'est une chose un peu strange, mais il existe, ça aussi. Mais on fait un petit pas en arrière.
Et on rentre dans le domaine des approches classiques, mais dans le spécifique, on rentre dans le domaine des exercices. Parce que le topic de cette rencontre, c'était une petite discussion sur la CEAS. CEAS, c'est une méthode de traitement de la scoliose en utilisant des exercices. J'ai toujours quelques problèmes quand j'utilise CEAS parce que CEAS in English, it means seas, c'est les mers, mais ce n'est pas les mers, c'est-à-dire que CEAS, c'est un acronyme, et la prononciation, c'est parce qu'en italien, I et I, et c'est prononcé d'une différente manière. C'est-à-dire, donc, le nom, ça, c'est CEAS parce que I, c'est E, et I, c'est A. Ça, c'est un détail. Ouais. Et je vais commencer par ça. Je vais commencer par un petit concept de choc, c'est-à-dire que dans le concept, les exercices ne sont pas les éléments les plus importants du traitement. Ça, c'est un peu un choc parce que normalement, je vais enseigner les exercices. Mais en faisant le cours, je explique qu'est-ce que ça veut dire la différence entre exercice et autre chose. C'est-à-dire qu'on fait des exercices, naturellement pour les scolioses, mais l'exercice, ce n'est pas la plus importante des choses. La plus importante des choses, mais ça ne marche pas. La partie la plus importante dans le traitement que j'enseigne, c'est la correction de la courbe. Et la correction de la courbe, ce n'est pas l'exercice. Dans notre concept, c'est différent. C'est deux choses différentes. Parce que la correction de la courbe, nous, on la considère la chose la plus importante parce que la correction, c'est les mouvements qu'on peut essayer d'enseigner et que le patient puisse reproduire pour réaligner la courbe. Et on considère ces mouvements pas des exercices parce que ces mouvements sont très petits. On considère ça des réalignements, pas des exercices. Et l'exercice, ça va être des autres actions qu'on va utiliser pour entraîner le patient à gérer ces mouvements de correction. Donc, correction et exercice vont être mis ensemble, mais ils ne vont pas être la même chose. Comment choisir ces mouvements? On doit faire une évaluation du patient. On va faire une évaluation assez complexe. On va mettre ensemble beaucoup de mesures et basé sur cette mesure, on va essayer d'identifier la correction à utiliser avec le spécifique patient. On va mesurer le patient. On va faire des mesures cliniques, on va faire des mesures radiologiques, on va utiliser toutes ces données et on va définir ce qui est la correction théorique. C'est-à-dire, correction théorique, c'est la correction qui la courbe ou les courbures du patient nécessitent. C'est-à-dire que le patient nécessite de modifier ces courbures en différentes directions. On essaye de comprendre quelles sont ces directions. Mais ça sera la théorie. Ça veut dire que le patient mérite, la courbure de ce patient mérite d'être réalignée en toute cette direction. Le problème, c'est que en beaucoup de situations, c'est impossible de les enseigner, parce que c'est trop difficile. Théoriquement, le patient devrait faire ça, mais en pratique, c'est impossible. Comment choisir les corrections théoriques? On part de ça, on part de cette table.
C'est-à-dire, on va considérer toutes les mesures qu'on va prendre sur le patient. Comme vous pouvez voir, il y a là-haut une ligne avec les différents plans, c'est-à-dire les mouvements sur le plan frontal, les mouvements sur le plan horizontal, les mouvements sur le plan sagittal. On va considérer les mesures qu'on prend sur les radios. On va prendre les Cobengo. Cobengo, c'est la mesure, la magnitude de la courbe, utilisant les COB. On va mesurer la rotation des vertèbres plus importantes, utilisant une méthode. Nous, on utilise la Raimondi méthode, c'est une des méthodes à utiliser sur les radios. Et après, on va mesurer sur les radios aussi l'aspect sagittal, c'est-à-dire normalement la kyphose des patients, que c'est la partie plus importante. Après, on va mesurer cliniquement le patient sur le plan horizontal, sur le plan frontal. On va mesurer le coronal imbalance, c'est la position du tronc par rapport au bassin, c'est-à-dire de combien de... si le tronc s'est déplacé sur le plan frontal, on va le prendre cliniquement. On va mesurer la prominence sur le plan horizontal, on va mesurer de combien le tronc il s'est modifié, la forme, sur le plan horizontal. Et après, sur le plan sagittal, on va mesurer ce sagittal index. Sagittal index, c'est le résultat, c'est la somme de cette distance. On prend une ligne verticale. Maintenant, on utilise un laser, une ligne verticale, et on mesure des points, des distances entre cette ligne verticale et plusieurs points du dos du patient. Si on considère la distance de C7 en cette ligne et L3 et cette ligne, on fait la somme, on va sommer, on va obtenir ce sagittal index. Quand le sagittal index c'est moins de 65 mm, on a étudié ça, on a vu que même si on mesure cliniquement, cette mesure va être corrélée avec une mesure radiographique qui va nous faire comprendre que le dos du patient, c'est trop flat, c'est trop droit. C'est-à-dire, on met tout ensemble et on comprend quelle est la correction théorique à utiliser avec ce patient. On va essayer avec le patient, on va essayer la correction théorique et on va comprendre quelle est la vraie correction que le patient peut effectuer. Et cette vraie correction, presque toujours, va être différente de la correction théorique. Parce que la correction théorique, normalement, c'est trop difficile à faire. Parce que le patient a besoin, théoriquement, d'aligner trop de choses. Les mouvements que le patient ne sera pas capable d'effectuer, on les mettra de côté. On va considérer que théoriquement, le patient devrait le faire. Dans le temps, on va essayer d'intégrer ces mouvements en plus dans la correction dans laquelle on part, mais on part par une correction réelle, c'est-à-dire la correction théorique moins les mouvements que le patient ne peut pas atteindre, ça va déterminer la correction réelle à utiliser avec le patient. Ça. On va essayer et on va lui enseigner l'ensemble des mouvements qu'il peut réaliser sans problème. On va partir de ça. La correction théorique va rester l'objectif à poursuivre, mais va rester un rêve en beaucoup de situations, parce que c'est vraiment trop difficile. Là, on va faire un petit exercice, c'est-à-dire on va imaginer un patient
Après notre mesure, le patient nous montre qu'il y a deux courbes. Il y a une courbe thoracique droite, il y a une courbe lombaire gauche, la thoracique droite 38, la lombaire gauche 40, la gibosité lombaire 9, la gibosité thoracique 12, et après on mesure le sagittal et on voit qu'il y a aussi un dos plat. Théoriquement, si on considère seulement ça, théoriquement, quelle sera la correction théorique à essayer avec ce patient, si on considère cette table? Dans votre idée, une correction sur le plan frontal de la courbure thoracique, c'est une bonne idée de la faire? Si ou non? Vous vous rappelez la Cobengal de la courbure thoracique, c'était 38. Là, si la courbure est plus de 12, théoriquement, c'est bien de faire une correction sur le plan frontal. Donc, c'est une bonne idée. Sur le plan frontal, la courbe lombaire, c'était 40. Donc, faire une correction de 40 degrés sur le plan frontal, théoriquement, c'est une bonne idée ou pas? Oui, c'est une bonne idée. Théoriquement, yes. Et la prominence, c'est la mesure... Oh, pardon. La prominence, c'est la mesure de la rotation du tronc sur le plan horizontal. Donc, si vous vous rappelez, il y avait une prominence de 9 et la deuxième, c'était 12. Donc, là, c'est marqué quand la prominence c'est plus que 7, c'est une bonne idée de le faire. 7 parce que on sait que quand on peut mesurer une patient utilisant un scoliomètre et la prominence c'est plus de 7, presque sûr, il y a une scoliose qui nécessite d'un traitement médical. Donc, pour la courbe lombaire et pour la courbe thoracique, théoriquement, le patient devrait faire une correction sur le plan horizontal. C'est-à-dire apprendre des mouvements de modification de cette gibosité. Il y a le dos plat. Théoriquement, le patient nécessite aussi la correction sur le plan sagittal. C'est-à-dire que théoriquement, ce patient doit faire un mouvement sur le plan frontal, un autre mouvement sur le plan frontal, un mouvement sur le plan horizontal, un autre mouvement sur le plan horizontal, un autre mouvement sur le plan sagittal. Théoriquement, il devrait faire ça. Mais ça, c'est impossible. Le patient ne peut pas le faire. Donc, normalement, après les mesures, on va décider quoi faire réellement avec le patient. On va vérifier si le patient il est capable de la garder sans la perdre pendant l'exécution d'exercice. Et on va choisir ce qu'il est réellement capable d'utiliser. Les mouvements seront ce que le patient est capable de faire. Seulement ça. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du sujet qui vous a, je crois, poussé à venir ici aujourd'hui, c'est-à-dire les exercices. Parce que je crois que dans votre tête, l'idée de perdre 1h30 avec moi, c'était parce que je peux parler des exercices. Et je vais commencer par ça. Qu'est-ce que c'est un exercice? Nous, on travaille dans le milieu
médical, de réhabilitation, mais aussi dans le milieu sportif, parce qu'on utilise des exercices. Quel est l'objectif des exercices? Les exercices, ça sert ça ne marche pas. Ça sert à ça. Nous utilisons des exercices pour améliorer des fonctions. N'importe quelle fonction on veut améliorer, on utilise des exercices. Les fonctions qui peuvent être compliquées ou simples, fonctions comme la force, l'élasticité, la coordination, l'équilibre, on utilise des exercices pour améliorer ça. Et les exercices sont utilisés pas seulement que pour améliorer des fonctions dynamiques. On utilise des exercices aussi pour améliorer des autres fonctions. On veut être habile à tester le vin, par exemple. Ce n'est pas une fonction dynamique, c'est une fonction d'habilité. Pour être capable de faire ça, on doit faire des exercices. On va utiliser la langue, notre papille, et on va s'exercer beaucoup, et après, on va être plus capable de faire ça. Si on veut améliorer notre mémoire, ce n'est pas dynamique la mémoire, mais si on veut améliorer la mémoire, on fait des exercices. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour améliorer progressivement notre habileté. Il y a toujours les exercices qui améliorent. Les exercices ne sont pas toujours des mouvements. Les exercices, des fois, c'est autre chose. Et dans notre cas, quel est? Donc, la question est, on sait qu'on utilise les exercices pour améliorer une fonction. Dans notre cas, quelle est la fonction qu'on veut améliorer? Dans notre cas spécifique, on veut améliorer l'habilité du patient d'effectuer, de ne pas perdre et d'utiliser la correction qu'on lui va apprendre. La correction, si vous vous rappelez, c'est les mouvements, les petits mouvements que le patient va apprendre pour réduire la courbure, pour la faire plus petite. On veut, avec les exercices, améliorer l'habilité du patient à effectuer ces mouvements, à garder le résultat et à utiliser cette correction dans la vie quotidienne. Ça sera l'objectif de notre exercice. Comment atteindre? Comment on peut obtenir ce résultat? C'est-à-dire comment on peut augmenter l'habilité du patient à faire ça? Comme tous les exercices, comme tous les entraînements sont basés sur le concept d'augmenter la difficulté et de réduire les facilitations. Tout entraînement sont ça. C'est-à-dire qu'on doit augmenter progressivement la difficulté d'utiliser la fonction et on doit réduire les facilitations pour faire la même chose. À la fin, on va obtenir l'amélioration de la fonction. Quels seront les objectifs des exercices? On aura deux buts principaux. Le premier, ça sera ça. On va utiliser les exercices pour défier la correction. C'est-à-dire qu'on lui va apprendre la correction, le patient va être capable de la faire. Si on veut augmenter l'habilité du patient de l'utiliser, on doit augmenter la difficulté. On va le mettre dans des situations dans lesquelles garder
utiliser cette correction, ça va être plus difficile. Et le deuxième but des exercices, ça sera la stabilisation de la correction. Mais cette stabilisation, ça va être le résultat automatique. C'est-à-dire que quand le patient sera plus et plus capable de la gérer dans des situations difficiles, la correction, ça sera plus et plus stable. Et même sur ce mot, je crois que ça vaut la peine de dire quelque chose. Stabilisation de la correction, ça veut dire pas imaginer que le patient maintienne cette correction stable. C'est-à-dire qu'il va changer la forme de la courbure et va la garder fixe, réduite. Stabilisation, ça veut dire pas ça. Stabilisation, ça veut dire être capable de la perdre le plus petite, comment on peut dire en français, de la perdre, pardon? Yes, le moins souvent et le moins longtemps possible. Ça veut dire que normalement, c'est impossible de garder la correction. C'est impossible. Quand on se bouge, quand on se mouve, c'est impossible de garder quelque chose qu'on a appris à faire assis ou aussi debout, mais stable. Quand on se mouve, on va la perdre. La stabilisation, ça veut dire que le patient va être de plus en plus capable de la perdre peu et de la obtenir à nouveau facilement, sans problème. C'est-à-dire que cette correction, ça va être quelque chose de facile à faire et de facile à gérer. Ils m'ont demandé de vous expliquer aussi quelques papiers qui ont été écrits sur le CEAS. Donc j'ai fait une petite récolte il n'y a pas tout, il y a ce qui je considère important à savoir. Ça c'est en anglais. C'est pas ma langue préférée, mais je ne l'ai pas traduit. Qu'est-ce que c'est le but des exercices quand on utilise les exercices sur les patients qui ont de la scoliose? Le premier but des exercices, c'est de stopper l'évolution de la courbure. Ça, c'est la première chose qu'on considère comme un bon résultat, stopper la progression. Après, si on est capable de stopper la progression, le patient n'aura pas nécessité de passer à faire un autre traitement plus difficile, c'est-à-dire utiliser un corset, porter un corset. Ouais. Je sais qu'ici, il y a le Spinecore qui est utilisé souvent. Je ne sais pas si vous utilisez aussi des corsets rigides. Il y a aussi. Le Boston, c'est à peu près un corset rigide. Et le Providence, c'est un corset de la nuit. Donc, en Italie, on utilise différents types de corsets. Différents types. Il y a beaucoup de différents types de corsets qu'on utilise. Et le choix des corsets, ça dépend de la situation du patient. On utilise aussi le Spinecore, aussi ça. Et aussi éviter la chirurgie. C'est-à-dire que, first, on doit éviter la chirurgie. Après, on doit éviter de mettre le corset. Après, si on est capable de stopper la correction, on peut aussi penser et espérer de réduire la courbure. Réduire un petit peu les degrés des Cobb angles.
Ce n'est pas le résultat qu'on peut espérer en tous les cas, parce que des fois c'est impossible, mais on peut essayer d'obtenir aussi ça. Et après, à quoi ça sert les exercices aussi? Ça sert à améliorer la qualité de vie du patient. Ça, c'est surtout sur les adultes. Ce n'est pas sur les adolescents, mais sur les adultes, oui, parce que sur les adultes, la scoliose, dans beaucoup de situations, elle est liée aussi à la douleur. Avec les exercices, on essaye de réduire ça, on essaye de réduire les problèmes de respiration dans les adultes. Donc, il y a beaucoup de buts qu'on doit essayer d'obtenir en utilisant un exercice quand on traite les patients. Et je vais faire une petite liste de quelques articles qui est sorti. Ça, c'est un article qui est sorti il y a quelques années. Il a été préparé par un professeur universitaire qui ne travaille pas dans notre clinique. Il travaille dans une autre clinique. Il a utilisé Active Self-Correction. C'est la Active Self-Correction nous, on essaie d'enseigner sur les patients, c'est-à-dire l'Active Self-Correction basée sur le CS concept. And then improvement of quality of life in subjects with mild idiopathic scoliosis. C'était un randomized control trial. Le résultat, ça a été ça. 110 patients, ils ont été traités par presque 3 ans et demi, donc jusqu'à la fin de la croissance, c'est le moment important pour tirer une ligne et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le problème le plus important, c'est pendant la croissance, pendant la période adolescentielle, de l'adolescence. Le traitement, ça a été le CS Approach et un autre groupe qui a fait des exercices pas spécifiques, c'est-à-dire des exercices pour la colonne, pour stretching, exercices pour améliorer la force, exercices pour améliorer l'équilibre, c'est-à-dire pas spécifiques exercices. Et le résultat, c'était que in the experimental group, c'était le groupe qui était traité par le CS Approach, il y a eu une réduction des Cobb-Engel, plus de 5 degrés. On considère une réduction des Cobb-Engel plus de 5 degrés comme un résultat. Parce que quand la réduction des Cobb-Engel, c'est moins de 5 degrés, on considère ce résultat pas sûr, parce qu'il y a l'erreur de mesure. Donc, on considère que l'erreur de mesure, c'est entre plus minus 5 Cobb-Engel. Par rapport au control group, par rapport aux patients qui étaient traités en utilisant exercices pas spécifiques, des exercices pour la colonne. Ça, c'est un autre paper. Specific exercises reduce breath prescription. En ce cas-là, le but de cet article, ce n'était pas de considérer la réduction des Cobb-Engel, c'était de considérer la réduction de pourcentage de patients qui, après le traitement, avaient besoin d'un corset par rapport à qui faisait un autre traitement. Et le résultat sur 69 patients qui ont été traités pour un an, c'était que 6% du patient qui a été traité de CS exercises, à la fin, devrait
usé un corset parce qu'il y avait eu un empirement de la courbure. Par rapport à 25% du groupe des patients qui ont été traités en utilisant UPI, c'était Usual Physiotherapy, ça veut dire Exercise No Specific. Et aussi l'EcoBengal, dans le groupe traité with the specific exercises, was amélioré, respect à l'autre groupe, où normalement, où typiquement, on a eu un petit empirement de la courbure. Ça, c'était le nombre des patients qui ont mis le corset. Ça, c'était le groupe de CS. On avait eu 33 patients. 2 de ces patients ont mis le corset parce que la courbure a empiré. Et ça, c'était l'autre groupe. Là, c'était 36 patients, mais 9 de ces patients ont mis le corset parce que les exercices n'étaient pas capables de stopper la progression de la courbe. Ça, c'est un autre article qui a été publié sur un autre sujet. Le sujet, c'est l'empirement de la courbe, la courbure, hein? Courbe ou courbure? Courbure, oui. L'empirement de la courbure, quand le patient a porté le corset, normalement le patient met le corset. Le corset est porté moins heures, hein, progressivement moins heures. C'est-à-dire, on va augmenter le nombre d'heures de liberté. À la fin, le patient va terminer le traitement, va abandonner le corset. Et ce moment de l'abandon du corset, c'est très important parce que le patient n'a plus l'aide externe de la contention du corset. Et donc, normalement, le patient va perdre une partie de la correction que le corset lui a menée. Donc, on a essayé de comprendre la différence qu'il y avait en termes de perte de courbe de grille si le patient effectuait l'exercice ou il ne les faisait pas. Les exercices, normalement, sont utilisés parce que l'exercice doit prendre la place du corset. Le patient doit être plus en plus capable de gérer la correction, d'apprendre la correction, de la gérer quand le corset ne peut pas être utilisé. Donc, on a vu qu'il y avait de la différence. Ça, c'était le groupe de patients, c'est 68. Il y avait quoi? 4 groupes de patients. Les patients qui étaient traités avec DCS, ici, c'est le name, c'est le nom de mon institut. C'est-à-dire, ces patients faisaient le CS exercises. Ces patients faisaient exercises, other type d'exercices. 10 groupes, c'était le discontinuous. Ça veut dire, ceux qui faisaient les exercices, les faisaient, ils ne faisaient pas, ils n'étaient pas trop précis. Et ça, c'était le contrôle, c'est-à-dire le groupe de patients qui portaient le corset, mais ne faisaient pas des exercices. Et vous pouvez voir ici la différence entre le groupe qui a fait les exercices, les bonnes, dans mon idée, les bons exercices, par rapport à qui a fait rien ou a fait autre type d'exercice. On considère la stabilité, c'est-à-dire le patient, il n'a pas perdu de la correction obtenue avec le corset, et il y a une partie qui a perdu un petit peu. Mais vous pouvez voir ici, il y a 10% des patients qui ont perdu un petit peu de cours. Aussi sur le plan horizontal, c'est-à-dire les modifications de la forme du tronc sur le plan horizontal qu'on peut mesurer avec un scoliomètre. Et ça aussi, les patients qui ont fait des specific exercises ont perdu moins
par rapport aux autres. Ah, ça c'était notre papier. Le papier c'était, nous on utilise des exercices, on utilise le spine core, quand le spine core peut être utilisé dans notre idée. Non, nous on n'utilise pas le spine core en tous les cas. On utilise le spine core que dans spécifiques cas. C'est-à-dire quand la courbure, c'est pas plus que 25, hein, et quand le risser, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est le risser, yes, do you know? Le risser, donc on utilise le spine core quand le risser c'est moins de 2, de 0 à 2. Quand le patient est à risser 3, on ne met pas le spine core. On a essayé de comprendre quel est l'empirement des patients qui font que de l'exercice ou qui utilisent que le spine core. Et on a essayé de comprendre combien de patients sont passés des exercices et du spine core au corset rigide. Parce que dans notre clinique, la voie c'est ça, le patient part avec les exercices ou avec le spine core, mais si la situation va s'empirer, le patient passe à mettre le corset rigide. On n'a pas de patient qui empire avec le spine core et qui continue et qui porte que le spine core. Ils vont changer. Donc on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'était le groupe, presque sur 100 patients, divisé en 28 et 28. Le résultat, c'était combien de patients sont passés de ces traitements au corset rigide, c'était le same numéro. Mais dans le CS group, c'est-à-dire les patients qui n'étaient pas traités avec le spine core, dans notre entreprise, dans notre institut qui utilise le spine core ne fait pas des exercices. Ça, c'est un peu différent, je crois, parce que je crois qu'ici en Canada, les patients qui font qui mettent le spine core pratiquent aussi des exercices avec le spine core. Je ne sais pas. Mais dans notre clinique, les patients avec le spine core ne font pas des exercices. Et on a vu que les patients traités qu'avec les exercices, on a eu un améliorement de la courbure à peu près 40% des patients. Et, par rapport au groupe de spine core où on a eu une amélioration du 25% du patient. Ça, c'était un autre article qui a été publié en Chine. J'ai été beaucoup de fois en Chine, donc j'ai enseigné cette approche en Chine. Et donc, ils ont essayé aussi d'utiliser cette approche en Chine. Ils ont fait un papier que c'est un peu strange pour nous parce qu'ils ont comparé les exercices et les corsets rigides. En Italie, ça serait impossible de faire parce que ce sont deux groupes différents, on ne peut pas les comparer. Mais là, ils l'ont comparé et ils se sont aperçus qu'on a eu une efficace du traitement, soit avec les exercices qu'avec le corset. Avec le corset, c'était possible d'obtenir meilleurs résultats en termes de réduction de la courbure. Et ça, c'est, je crois, assez normal. C'est-à-dire que le corset, il est capable de réduire la courbure mieux du corset, mais en termes de fonction et psychological status of the patient, ça a été mieux avec les exercices par rapport au corset. Ça, c'était pour les adultes.
on utilise les exercices, comme je vous ai déjà dit, aussi pour les adultes. Le traitement pour les adultes, c'est parce que les courbures, on peut considérer les courbures composées par deux différents éléments. Un élément, c'est la modification, la déformation des vertèbres et des disques. C'est-à-dire ça parce que la courbure va pousser plus dans des parties des vertèbres. Donc, normalement, il y a une modification de forme des vertèbres et des disques. Et après, une autre partie de la courbure, elle est déterminée par le postural collapse. C'est-à-dire qu'il y a une partie de déformation et une partie liée à la difficulté du patient de pousser dans la direction opposée où la courbure a la tendance à l'amener. Donc, quand on utilise les exercices, on travaille sur le postural collapse. On ne peut pas travailler contre la déformation des vertèbres. Ça, c'est compréhensible. Ça, c'était une étude rétrospective. On a considéré 34 patients qui ont été traités avec cet exercice, with the CS exercises, et on a pris les mesures de tous ces patients à la fin de la croissance. À la fin de la croissance, on a essayé de comprendre quelle était la situation, et après, on a pris des autres radios après 10 ans pour comprendre quelle a été l'histoire de ces patients. On a eu un empirement en tous les cas, c'est-à-dire tous les cas des patients qui ont été traités avec le corset et avec les exercices à la fin de croissance avaient terminé avec une courbure en moyenne de 43. 43, c'est une courbure qui n'est pas stable. On ne peut pas confier que ce type de courbure va rester stable. Et en effet, après presque 10 ans, en moyenne, les courbures s'étaient transformées de 43 à 51. Donc, en moyenne, toutes les courbures avaient empiré. On a considéré, comme je vous ai dit déjà, l'amélioration ou l'empirement quand la courbure va se modifier de plus de 5 degrés. Et on a demandé à ce patient de recommencer à faire les exercices, comme il faisait quand il était jeune. De faire cet exercice, ce n'était pas dans la même voie, c'est-à-dire qu'il faisait l'exercice 2-3 fois par semaine. Avec les adolescents, on demande de les pratiquer tous les jours. Avec les adultes, la proposition, c'était 2-3 fois par semaine, vous faites les exercices. Ils ont fait ça pendant 3 ans et demi. Et la situation, ça a changé. Ils sont partis en moyenne à 51, et en moyenne, après 3 ans et demi, la courbure, c'était 47 en moyenne. Et pour moi, ça a été un peu étrange parce que les meilleurs résultats, on les a obtenus sur les courbes thoraciques. Pour moi, c'est étrange parce que normalement, ce n'est pas sur cette courbure où on obtient les meilleurs résultats. Mais en ce cas-là, les mesures sont celles-là. Ça, c'était en pourcentage. 48 des patients amélioraient la courbure, 45% maintenaient stable, et il y a eu 6% de patients où la courbure a empiré. La question, ça a été, comment on peut considérer stable this treatment? Je vais mélanger, je suis désolé des fois, le français et l'anglais, pardon.
parce que j'utilise plus l'anglais, mais je préfère le français. Donc, on a essayé de comprendre si l'amélioration après 3 ans et demi que les patients avaient obtenue était stable ou non. Il n'était pas stable. C'est-à-dire qu'après 6 ans, on a fait encore des radios, on a vu que les degrés que les patients avaient gagnés en faisant les exercices, ils les avaient à nouveau perdus. Ils étaient passés à nouveau en moyenne à 51. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les patients avec des scolioses de l'adulte, on peut aussi obtenir une réduction des courbures, on peut les mesurer, mais ce n'est pas stable. Ça veut dire que si on veut continuer à garder cette bonne situation, les patients doivent continuer à faire les exercices sans stopper. Parce que s'ils vont stopper, ils vont retourner à la situation précédente. Parce que, comme vous ai déjà dit, ce qu'on arrive à améliorer dans ce patient, c'est le contraste du collapse. Si le patient perd l'habilité de contraster le collapse, il va collapser à nouveau. Donc, c'est triste, mais ces patients, s'ils veulent continuer à garder la bonne situation, doivent continuer à faire les exercices. On a fait... Ouais, ça, c'était le pourcentage. Ça, c'était un patient. J'avais regardé ce qui se passait avec un patient. Il avait commencé à 22 ans avec la courbure c'était 40 degrés à peu près. Il a fait les exercices pour 4 ans. Et dans 4 ans, une réduction de 40 à 34, 35, non 34. Après, il a arrêté à nouveau, et après 10 ans, et on s'est aperçu que la courbure est passée de 35 à 42. Après, il a eu peur. Il a commencé à nouveau à faire les exercices. Et à nouveau, la courbure a diminué et est retournée à 34. Ce papier il a été publié en 2008. Il a été une des plus lus dans ce journal. Dans cette année-là, la majorité des personnes qui ont lu des papiers sur scoliose et journal, ils ont allé voir cet article parce que c'était intéressant. C'était un case report, c'était qu'un case report, mais c'était possible de voir comment les exercices peuvent modifier la situation des adultes. Dans ce cas-là, ce n'était pas un groupe, c'était un case report, mais c'était intéressant parce que ça c'était la... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une jeune, 25 ans, elle a été traitée de 14 à 19 ans, elle est partie de 46 degrés. C'est-à-dire qu'elle a mis aussi un corset. Elle a mis le corset, elle a fait les exercices, et avec le traitement, elle est passée de 46 à 37. Après, elle a stoppé les exercices, et après 10 ans, elle a fait à nouveau une radio de contrôle. Et, avec 6 ans, elle a fait une radio de contrôle et on s'était aperçu qu'elle avait perdu 10 degrés. Donc, elle était passée de 37 à 47. Elle a recommencé à faire les exercices et après un an, la courbure est passée de 47 à 29. C'est-à-dire vraiment presque un miracle. Alors, c'était vraiment un bon résultat. Il a continué, cette patiente, il n'a pas arrêté. Il a continué parce qu'il s'est rendu compte de la différence entre laisser
la scoliose travaillait tout seul, sans la contraster, et qu'elle arrivait à modifier quand elle faisait les exercices. Ça, c'était un autre article qui a été publié par Monticone, c'est le même que je vous ai montré au début. Ça, c'était aussi sur les adultes. Et le sujet, c'était surtout la quality of life et les problèmes que les patients ont dans la vie quotidienne, la disabilité. Et les patients qui ont fait les exercices spécifiques comme le CAS ont eu beaucoup plus de résultats en utilisant les questionnaires qu'on utilise pour faire des évaluations. Ça, c'est les conclusions de cette présentation. C'est-à-dire qu'il y a une évidence que les exercices spécifiques peuvent modifier l'histoire naturelle de la scoliose. On peut les modifier. Jusqu'à présent, on sait que la correction, c'est le point le plus important. Ça c'est mon idée, je suis presque sûr que ça ne sera pas ça dans le futur. Je crois que ça sera autre. Mais pour l'instant, la correction, c'est l'aspect le plus important à utiliser pour l'organisation de spécifiques exercices pleins pour ce type de patients. On sait que les exercices ne sont pas les mêmes, ça on l'a compris, qu'on ne peut pas utiliser que les exercices. On doit bien choisir qu'est-ce que ça veut dire et le type d'exercice et de traitement à utiliser. Sorry? Sur YouTube, il y en a. Sur YouTube, il y a aussi des spécifiques. Le problème, c'est que les exercices spécifiques sont spécifiques quand sont désignés pour le patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un protocole d'exercice spécifique. Le protocole est un protocole individuel. Ce n'est pas un cours, donc c'est impossible de vous expliquer, mais vous avez compris que la décision de la correction à utiliser, ça dépend des mesures. Et aussi, je vous ai dit qu'on va essayer avec le patient qu'est-ce qu'il est capable de garder, d'utiliser. Et cette habilité, ça dépend aussi du patient. C'est-à-dire que je peux utiliser deux corrections les mêmes sur deux patients parce que les deux patients ont les mêmes problèmes, le même problème, mais les exercices que j'utilise avec un patient et le deuxième patient, ça ne sera pas les mêmes parce que les habilités des patients ne seront pas les mêmes. Si j'ai un patient fort, avec une bonne habilité de contrôler les mouvements, une bonne capacité de coordination, les exercices que je vais utiliser avec ce patient seront plus difficiles des exercices que je vais utiliser avec le deuxième patient. Parce que si je veux améliorer une fonction, je ne peux pas utiliser un exercice trop compliqué. Autrement, le patient va perdre. Il ne va pas améliorer l'habilité de garder, il va perdre. Et donc, les exercices, même s'il est spécifique, il n'est pas bon. Il n'est pas le bon exercice pour le patient.